Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Victoire Lou. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste, blogueuse culinaire, instagrammeuse et auteur du livre À la maison, sorti le 15 août dernier. Avant de parler de vous et de votre parcours, j'aimerais d'abord parler de ce livre, À la maison, dont la particularité est que toutes les recettes seront reversées à l'association Ernest. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter cette association? Ernest, c'est une asso caritative qui est basée à Paris et qui aide des familles dans toute la France, surtout à Bordeaux et à Paris. Eux, ils ont créé un système qui s'appelle le pour-manger, qui, en plus du pourboire, en fait, permet parfois d'arrondir les additions en collaboration avec certains chefs et certains restaurants, afin de créer un budget et de pouvoir livrer des paniers à des familles dans le besoin. Donc nous, avec ce livre, notre volonté était de donner 100% des bénéfices à cet asso pour enrichir en fait cette action. Pendant le confinement, il y a une hausse de la pauvreté. Je n'ai pas les chiffres, mais je sais qu'Ernest a redoublé d'efforts pendant le confinement. Ils ont créé des cuisines de fortune avec plein de bénévoles pour aller nourrir les gens. Donc oui, parce qu'on a énormément nourri les soignants qui en avaient besoin, mais il y a des familles qui sont tout le temps dans le besoin, d'autant plus à cause de cette période qui va nous suivre. Comment est-ce que vous avez connu cette association? Via les chefs, via beaucoup de gens avec qui je travaille ou que j'admire, qui ont déjà bossé avec eux. Et en fait, j'aimais le fait que ce soit une petite asso avec des actions très concrètes. Vous avez eu l'idée de ce livre pendant le confinement. Comment est-ce que ça vous est venu, cette idée? En fait, même si le confinement n'est pas du tout cité dans le livre, parce que c'était ma volonté qu'une fois qu'il paraît, on puisse le lire encore dans 1 an, 3 ans, 5 ans, sans forcément avoir un goût amer de cette année qui a été 2020. difficile pour certains. Il est vrai qu'elle a été, cette idée, elle est venue pendant le confinement parce que moi, je travaille exclusivement avec des chefs et des restaurants qui étaient complètement à l'arrêt pendant cette période. Et le fait d'avoir beaucoup de temps libre m'a donné la volonté d'aider en fait une asso avec une équipe de jeunes qui s'appelle Human Humans. Et en fait, c'est pas du tout un éditeur, c'est un groupe qui était initialement dans la pub en France et aujourd'hui basé à Amsterdam, qui ont tout fait, qui ont pris le risque financier, qui ont tout fait de A à Z. Je l'ai écrit, mais ensuite ils l'ont photographié, édité et produit. Donc on est vraiment une bande de trentenaires qui s'est serré les coudes et qui a bossé pro bono afin de donner tous les bénéfices à Ernest. Alors, ce livre contient des recettes à la maison. Est-ce que ça implique qu'elles soient réalisables plutôt facilement? Certaines sont faciles, mais en fait, les chefs nous ont livré les recettes qu'ils font chez eux. Donc, c'est presque un peu comme rentrer dans leur intimité Mm. avec ça. Ils racontent d'ailleurs, chaque chef raconte une petite anecdote sur un tic, un goût musical, un instrument qu'ils aiment utiliser à la maison. Mais on remarque au fil des pages que certains font des recettes très faciles et d'autres sont vraiment des bourreaux de travail, même chez eux. Donc, ça reste quand même très technique pour Pas certaines recettes. tous, mais en fait, on découvre la personnalité du chef au fil des pages et de ses recettes. Donc il y a plein de recettes très très faciles, et pour d'autres, c'est un petit peu plus technique, mais ça reste dans la pâtisserie, des choses plutôt accessibles. Alors, au total, dans le livre, il y a 60 recettes. C'est plutôt des recettes sucrées, salées. Comment ça... Il y a un Qu'est-ce qu'on mélange, trouve? on l'a partagé de manière plutôt équitable entre entrée, plat et dessert en fonction de ce que les chefs nous donnaient. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des chefs salés qui ont donné des recettes sucrées et vice-versa. Un grand pâtissier comme Michalak qui dit que Parce que chez lui, soi, on fait de tout. exactement, il raconte qu'il adore manger végétal, il me donne une recette d'un curry végétarien et c'était assez drôle de rentrer dans des recettes qu'on n'imagine jamais pour un pâtissier en fait. Quels sont les chefs qui ont participé à ce livre? Il y en a plein, c'était vraiment une volonté personnelle d'avoir des hommes, des femmes, des Parisiens, du hors de Paris, des 3 étoiles comme des petits chefs qu'on adore tous à travers la France. Et donc pour citer les plus connus pour la radio, on va dire Anne-Sophie Pic, Pierre Hermé, Christophe Michalak dont je parlais tout à l'heure. Il y en a vraiment partout, partout. On a eu énormément de chance que quasiment tous les chefs nous répondent oui. Est-ce que vous avez appris des recettes en travaillant sur ce livre, sur ce projet? Ouais, bien sûr. Lesquelles? De mémoire, je sais plus, mais par C'est exemple, je savais même pas que le chapon farci, moi pour moi le chapon c'était une volaille de Noël. Et en fait, ces deux chefs étoilés qui sont à Nice m'ont fait découvrir le fait que le chapon était un poisson dans le sud. Et il y a par exemple les ravioles d'Anne-Sophie Pic qui sont extrêmement techniques. Et je voyais comment c'était réalisé et j'ai essayé de nombreuses fois de les faire. Il faut encore que je m'entraîne. Est-ce que dans ce livre, il y a une recette que vous avez goûtée, que vous avez particulièrement aimée Oui, en fait, il y en a une qui était celle de Pierre Hermé, des sablés au chocolat et la fleur de sel. Non seulement que j'adore, mais en fait que je faisais déjà avant? avant. Et donc j'étais très étonnée et touchée que ce soit celle qu'ils choisissent.
parce que c'est vraiment une des recettes que j'ai le plus fait dans ma vie, effectivement. Vous l'avez dit, les chefs, ils ont tous répondu oui. Est-ce qu'ils ont été faciles à convaincre? Comment est-ce que vous êtes pris pour leur donner envie de participer à ce projet? Alors au tout début, quand j'ai eu l'idée, c'était au mois d'avril, ils étaient en plein pendant le confinement, beaucoup cuisinaient chez eux, et en fait c'est grâce à Instagram que j'ai eu l'idée en les voyant tous cuisiner à la maison. Euh, il a vraiment pas fallu en convaincre beaucoup, ils ont tous dit oui, le fait que ce soit caritatif également a ouvert des portes, parce que c'était pas du tout à but lucratif. La seule contrainte qu'on a trouvée, c'est qu'en fait la date que j'avais donnée comme rendu pour les chefs, le jour où ils devaient me rendre les recettes, par hasard c'est tombé le jour de la réouverture fixée par le gouvernement. Donc pour les retardataires, j'ai dû relancer, harceler, appeler, envoyer des textos, etc. Donc au total, il y a 60 chefs qui ont répondu à votre invitation. Mais comment est-ce que vous êtes créé un si grand carnet d'adresses? En fait, j'ai eu beaucoup de chance au fur et à mesure des années de travailler avec différents chefs, aussi bien de manière perso dans mon entité à mon compte, ou alors pendant longtemps j'ai bossé pour un guide qui s'appelle le Fooding, où je m'occupais de la communication. Et donc je les ai connus grâce à ça. Et puis pour être honnête, Instagram aide énormément. Les amis d'amis ou des gens qu'on suit qui me suivent sans qu'on se soit jamais rencontrés. Et donc parfois c'est juste de savoir toquer à la bonne porte ou la copine agence RP qui va connaître quelqu'un, etc. C'est un petit milieu finalement la gastronomie. Instagram, justement, vous êtes très présente sur ce réseau social. Vous avez une communauté de près de 30 000 abonnés. Vous publiez principalement des photos de nourriture, mais pourquoi est-ce que ça marche autant? Écoutez, je crois que c'est quelque chose qui rassemble tout le monde, la nourriture. C'est vraiment un espèce de langage universel. En plus, moi, je suis entre deux pays différents, deux langues. Parfois, je sais même pas s'il faut que je poste en anglais ou en français, etc. Je sais pas poster à mon sujet. J'ai dû poster un seul selfie dans ma vie. Et je sais pas quoi raconter quand je parle de moi. Donc, finalement, je prends en photo mes assiettes. Mais surtout, je raconte les histoires humaines qui se cachent derrière la nourriture. C'est ce qui m'intéresse le plus. Comment, en fait, finalement, notre amour mutuel pour la bouffe peut faire qu'on peut aller au-delà des contraintes et même parfois aborder des sujets politiques, sensibles, sociaux, grâce à cette passion facile, ce besoin nécessaire qui est la nourriture. Alors, vous viviez entre Paris et Los Angeles. Quelles sont les différences principales entre la cuisine française et californienne? C'est assez différent. Les produits, la saisonnalité, parce qu'ici on a vraiment une différence entre chaque mois et ça se ressent dans les assiettes. Là-bas, on a 4 saisons mais dans la même journée, alors que sur l'année entière, c'est plutôt assez stable. Donc déjà rien que ça. Les influences, parce qu'il n'y a pas vraiment de cuisine californienne, c'est plutôt un mélange de tous ces gens qui amènent avec leur passeport des identités différentes. Et en France, on a un petit peu ça avec certains chefs venus d'ailleurs, mais il y a une vraie force et fierté du patrimoine culinaire qu'on retrouve moins aux États-Unis. Pourquoi vous avez été amené à aller habiter à Los Angeles? J'ai souvent habité à Paris et quitté Paris vers l'Australie, l'Angleterre et les États-Unis. Et en fait, cette espèce d'amour d'aller chercher quelque chose ailleurs, revenir avec en s'enrichissant de nos différences. Et donc il y a 5 ans, c'était Los Angeles et peut-être qu'un jour ce sera ailleurs. Et est-ce qu'il y a une recette particulière qui vous plaît en Californie? La recette que j'ai le plus fait chez moi, c'était du pain, parce que je n'en trouve pas vraiment là-bas qui tiennent la route. Et sinon, les recettes que j'aime le plus là-bas, je dirais que ce sont celles viennent du Mexique en fait. On a vraiment des très très bons produits et des super chefs. Euh, Vous êtes Donc, également journaliste et blogueuse culinaire. Où est la différence entre le critique gastronomique et le journaliste gastronomique? le journaliste, je pense, raconte plein d'histoires, hein, alors que le critique va parler d'un restaurant ou d'un chef en particulier. Et d'ailleurs, je préfère le mot chroniqueur souvent que critique parce que j'ai été formée au fooding où on fait quasiment que des chroniques positives. Il y a jamais de, ils donnent pas de notes ou d'étoiles ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, je m'auto-proclame pas forcément blogueuse parce que pour moi, un blog, en tout cas à l'origine du blog, c'était des gens qui parlaient beaucoup à la première personne, qui racontaient leur vie, alors qu'en fait, j'ai été formée en racontant des histoires de chefs et de restaurants, en n'apparaissant pas en fait. Moi, je considère que sur mon site ou mon Instagram ou quoi que ce soit, ma personnalité, elle vient par la curation, par le choix des chefs dont je parle, mais pas en disant ah, je vais vous raconter ce que j'ai aimé quand j'ai mangé ça. Merci Victor Lou d'avoir été avec nous sur Sensation. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre À la maison. Merci également aux équipes techniques de l'ISCPA, l'Institut supérieur des médias. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio ou vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.